Capitaine Elena Vargas ajusta ses lunettes de vision nocturne alors que l'hélicoptère descendait lentement à travers l'obscurité. Le martèlement régulier des pales était le seul son qui brisait le silence tendu dans la cabine. En face d'elle, l'adjudant Milo Baker vérifiait son fusil pour la 3e fois, tandis que la caporale Leila Jou fixait le paysage hostile en contrebas. Ils étaient loin, bien au-delà de toute mission autorisée. 2 minutes, annonça le pilote dans leurs oreillettes, sa voix saturée de parasites. L'estomac d'Elena se contracta, mais ce n'était pas dû aux turbulences. Depuis le début, quelque chose clochait avec cette mission. Leurs ordres venaient d'un homme surnommé Argon, un officier de liaison qui leur avait transmis des informations étrangement vagues. Les coordonnées menaient à un village reculé introuvable sur les cartes officielles. Et la fenêtre d'intervention était absurde. 4 heures pour entrer, récupérer l'information et disparaître. « On est des fantômes », murmura Elena à son équipe alors que l'hélico se posait dans une clairière à un peu plus de 800 mètres de la cible. Pas de contact avec les habitants, sauf urgence. Discret, rapide, silencieux. Ils se déplacèrent dans la forêt comme des ombres, leurs bottes glissant sur la terre humide sans un bruit. Elena avait mené des dizaines de missions comme celle-ci, mais ce soir-là, chaque pas semblait plus lourd. L'obscurité elle-même paraissait plus dense. Lorsqu'ils atteignirent les abords du village, Elena leva le poing, signalant l'arrêt. Tout était trop calme. Aucun chien n'aboyait, aucun murmure ne s'échappait des fenêtres, aucun cri d'enfant. Même en pleine guerre, les villages respirent la vie. Celui-ci ressemblait à une tombe. « Aigle, ici Sphinx !» souffla Elena dans sa radio. « Zone inhabitée. Demande autorisation d'abandonner l'opération. » Un silence chargé de parasites précéda la réponse tranchante d'Argon. « Négatif Sphinx. Le renseignement est capital. Continuez vers la planque comme prévu. » L'instinct d'Elena hurlait de reculer. Mais les ordres étaient les ordres. Elle fit signe à l'équipe d'avancer. Ils s'approchèrent du bâtiment indiqué, une petite maison en pierre avec une porte bleue, exactement comme décrite. Baker prit la tête, Zou couvrait l'arrière. Elena s'approche de la porte, sa main hésitant à toucher la poignée, et c'est là qu'elle vit les traces de pneus, fraîches, profondes. Plusieurs véhicules, lourds, passés récemment. Aigle, activité ennemie confirmée sur zone. Traces récentes. Mais il était trop tard. Le monde explosa. Des flashs de tir illuminèrent les fenêtres, les toits, les portes. La porte bleue vola en éclats sous la mitraille. Elena plongea sur la gauche, tandis que le corps de Baker se tordit sous les impacts, sa veste se couvrant de taches sombres. Zou hurla quelque chose qu'Elena n'entendit pas. « C'est un piège !» cria-t-elle dans sa radio, mais la ligne d'Argon était coupée. Elle roula derrière un muret, alors que des balles déchiquetaient la pierre au-dessus d'elle. À travers le vacarme, elle distinguait des voix, certaines en dialecte local, d'autres en anglais, mais pas un anglais neutre, un anglais américain. La femme, laissez pas la femme s'enfuir. Argon veut une preuve de sa mort. La trahison la frappa comme un coup au ventre. Leur propre agent de liaison les avait livrés. Mais pourquoi? Et à qui? Une grenade atterrit à 3 mètres. 2 secondes, elle bondit. L'explosion la projeta à travers les arbres, chaque branche qu'elle heurta, amplifiant la douleur. Elle finit sa course dans un ravin, son corps brisé, heurtant la roche. Sa jambe gauche plia sous un angle inhumain. Au-dessus, des voix ordonnaient des coordonnées. Une équipe de trackers professionnels se mettait en place. Elena, malgré l'agonie, resta immobile. Le sang coulait de sa tempe, ruisselant jusqu'à la pierre froide sous sa joue. « Vérifiez le ravin !» ordonna une voix avec un fort accent. Des faisceaux de lampes fouillèrent l'obscurité. Un rayon glissa sur son corps sans s'arrêter. Rien, que des pierres. Si elle est tombée, elle est morte. Une autre voix ajouta « Argon veut confirmation. On a les 2 hommes. » L'explosion a dû éparpiller ses restes. Les voix s'éloignèrent. Elena ne bougea pas pendant ce qui lui sembla être des heures. Quand elle se risqua enfin à remuer, une douleur fulgurante déchira sa jambe. Elle mordit dans sa manche pour étouffer un cri. À l'aube, l'horreur prit tout son sens. Son équipe avait été anéantie. Son gouvernement l'avait abandonnée. Elle était seule, blessée, sans contact, à des centaines de kilomètres derrière les lignes ennemies. Son GPS était broyé, sa radio détruite. Officiellement, capitaine Elena Vargas n'existait plus. Mais en se traînant plus profondément dans le ravin pour se cacher, un feu nouveau brûlait en elle. Argon avait commis une erreur capitale. Il l'avait crue morte. Il ignorait qu'elle respirait encore, et désormais, elle connaissait la vérité. Restait à savoir si elle vivrait assez longtemps pour la faire éclater.
La priorité d'Elena était simple, survivre jusqu'au lever du jour. Sa jambe était brisée, c'était une certitude. Elle sentait les fragments d'os s'entrechoquer à chaque mouvement. Sa tête lui tournait, la plaie au cuir chevelu avait coagulé, formant une croûte collante déjà bourdonnante de mouches. Mais le véritable danger n'était pas sa douleur, c'était la chasse organisée qui débutait au petit matin. Elle les entendit avant de les voir, le bruit méthodique de bottes sur les feuilles mortes, les radios qui grésillaient, les aboiements de chiens. Tapis sous un tronc creux, Elena observait à travers une fente du bois pourri. Une équipe de 6 hommes ratissait le ravin. Ce n'étaient pas de simples soldats. Leur gestuelle, leur coordination, tout respirait l'élite. Ils vérifiaient chaque buisson, chaque recoin. Commandement, ici équipe Lynx. Aucun signe dans la zone 7. Passons à la 8. La voix dans la radio fit geler le sang d'Elena. Argon. Continuez les recherches. Prime à celui qui m'apporte une preuve de sa mort. 25 000 $. 20 000. Il ne voulait pas seulement la faire taire. Il avait mis sa tête à prix. Chaque mercenaire, chaque chasseur d'hommes ou civil désespéré à moins de 100 km allait la traquer. Quand l'équipe se fut éloignée, Elena se força à analyser froidement sa situation. Fémur fracturé, commotion cérébrale, multiples plaies ouvertes, début d'infection. Équipement, presque tout perdu ou détruit. Il lui restait un couteau de combat, un quart de gourde d'eau et ce qu'elle pourrait ramasser. Mais elle avait un avantage. Ceux qui la traquaient ne la connaissaient pas. Ils ignoraient qu'elle avait grandi dans les Rocheuses, élevée par un grand-père vétéran du Laos qui lui avait enseigné que la montagne pouvait tuer ou protéger. Ils ignoraient ses années en opération psychologique, son expertise pour penser comme l'ennemi, anticiper, manipuler. Première règle en territoire hostile, devenir invisible. Pendant 2 jours, elle observa les habitudes des traqueurs. Ils quadrillaient les zones à la lumière du jour, utilisaient les routes principales, établissaient des postes aux ponts et carrefours. Ils étaient organisés, mais sur 2. Trop sûrs. Convaincus qu'une femme blessée ne survivrait pas dans cette région. Ils allaient vite apprendre leur erreur. La 3e nuit, Elena passa à l'action. Elle avait repéré une patrouille de 2 hommes qui suivaient toujours le même itinéraire à travers la vallée. Ils s'arrêtaient dans une ferme abandonnée pour fumer et appelaient leur poste. Quand ils se crurent seuls, elle frappa. Le premier ne vit rien venir. Son couteau trouva la jointure entre casque et plastron. L'homme s'effondra sans un mot. Le second se retourna, surpris de ne plus voir son partenaire, mais Elena l'étrangla avant qu'il ne puisse crier. Elle fouilla leurs affaires, jackpot, une trousse de secours complète, avec antibiotiques et morphine, une carte détaillée des secteurs de recherche, et surtout, une radio calée sur la fréquence de chasse. En désinfectant sa blessure avec les bons outils pour la première fois, Elena écouta les communications. Les traqueurs s'impatientaient. 3 jours de recherche, 0 trace. Certains doutaient qu'elle ait survécu. Mais Argon les haranguait. « Elle est là dehors, forces spéciales américaines. Elle ne meurt pas si facilement. Trouvez-la. » Elena sourit, les mâchoires serrées, alors qu'elle appliquait l'onguent sur son front. Il avait raison sur un point. Elle ne mourrait pas facilement, mais il ignorait encore à quel point elle comptait se battre. Les jours suivants, elle devint l'ombre qu'il redoutait. Grâce à la radio volée, elle traquait les patrouilles, évitait les routes contrôlées. Quand il cherchait à l'est, elle passait par l'ouest. Quand il surveillait l'école, elle traversait les vallées, mais survivre ne suffisait plus. Il lui fallait des réponses, une faille pour riposter. L'opportunité se présenta par un message capté sur la radio. Une réunion importante allait avoir lieu. Argon lui-même se déplacerait dans la région pour superviser les recherches. Il logerait dans un complexe fortifié à l'orée d'une grande ville frontalière. Elena passa 2 jours à observer les lieux. Sécurité renforcée, grillage, tour de garde. Mais elle repéra un oubli. Un ancien conduit d'irrigation, sans doute oublié par les nouveaux occupants. Un soir sans lune, elle rampa sur 50 mètres dans l'eau boueuse jusqu'à l'intérieur du périmètre. Sa jambe criait, mais elle serrait les dents. Elle ne venait pas affronter Argon, elle venait l'écouter. Avec les composants de la radio volée, elle avait bricolé un dispositif d'enregistrement placé près du système de ventilation du bâtiment principal. Ce qu'elle entendit dépassa toutes ses craintes. « Les Américains fouillent trop près de notre opération », disait Argon à un interlocuteur invisible. Cette équipe a mis le doigt sur quelque chose. On ne pouvait pas les laisser rapporter ça. Puis de plus bas, la femme est peut-être encore en vie. Mais peu importe, même si elle revient, qui la croira? Officiellement, la capitaine Elena Vargas est morte dans un crash. Son gouvernement a organisé une cérémonie. Le choc la traversa comme un glaçon.
Elle n'était plus seulement en danger, elle avait été effacée. Elle allait devoir prouver au monde qu'elle existait. Et si elle survivait, ce ne serait plus pour elle seule, mais pour ceux qu'on efface comme elle. Alors qu'elle rampait de nouveau à travers le conduit d'évacuation, le froid de l'eau glacée mêlé à la boue collait à sa peau comme une seconde trahison. Mais pour la première fois depuis l'embuscade, Elena ressentit autre chose que la peur ou la douleur. Elle avait de l'espoir. Elle tenait enfin une preuve tangible, une voix, une confession. Argon n'était pas seulement un traître, c'était un homme inquiet. Inquiet au point de venir en personne superviser les recherches. Inquiet au point de craindre qu'un fantôme ne revienne le hanter. Cela voulait dire que ce qu'elle avait découvert, ce que son équipe devait intercepter, était bien plus important qu'un simple dossier. Elena Vargas était officiellement morte. Mais les morts avaient certains avantages. Elles ne laissent pas de traces. Elles frappent sans avertir. Et surtout, elles n'ont plus rien à perdre. Sa transformation, d'une femme pourchassée à une ombre dans la machine, débuta par un geste de désespoir. Après 2 semaines d'une guerre d'usure à travers les montagnes, l'infection dans sa jambe refit surface, plus virulente que jamais. Les antibiotiques volés étaient épuisés. La fièvre la faisait délirer. Elle parlait à ses camarades morts, croyant parfois entendre la voix de Baker ou les blagues sèches de Jou résonner dans les branches. Elle se savait condamnée si elle ne trouvait pas d'aide rapidement. C'est alors qu'elle s'effondra, littéralement, dans la vie d'Amara Rassi. Elle tentait de rejoindre un dispensaire désaffecté qu'elle avait repéré sur une carte lorsqu'elle perdit connaissance dans la cour d'un bâtiment en ruine. À son réveil, elle fixait le canon rouillé d'un fusil tenu par une femme d'une 50aine d'années, le regard dur mais lucide. « Américaine », dit la femme en anglais teinté d'accent. « C'est toi, le fantôme qu'il chasse. » Elena essaya de se redresser, sa main glissant vers son couteau. Mais Amara secoua la tête. « Si j'avais voulu la prime, tu serais déjà morte. Mon fils, Idriss, avait 17 ans quand les hommes d'Argon l'ont exécuté. Il avait refusé de rejoindre leur milice. Tu es l'ennemi de mon ennemi, ça me suffit. » Pendant 3 jours, Amara la soigna avec une efficacité méthodique. Bandages changés, perfusion improvisée, compresse d'herbes médicinales. Et ce qu'elle lui révéla pendant ses soins changea toute la donne. Il existait un réseau clandestin dans la région, une sorte de voie de secours pour soldats oubliés, journalistes bloqués ou humanitaires piégés derrière les lignes. Cela faisait 2 ans que le courant gris, comme il l'appelait, aidait les laissés pour compte à traverser vers la frontière. Mais ce n'était pas un réseau ordinaire. Ils avaient appris à tromper l'œil, à se fondre dans la masse. « Tu ne peux plus agir en militaire », expliqua Amara en enveloppant la jambe d'Elena. « Ta photo circule partout, chaque checkpoint, chaque poste. Mais une femme enceinte fuyant un mari violent, personne ne la regarde. » Le plan était aussi simple que génial. Elena deviendrait Noura, une jeune réfugiée enceinte venant d'une province voisine pour rejoindre sa tante à la capitale. Son ventre factice cacherait des documents et des armes. Sa démarche boiteuse serait expliquée par les douleurs de la grossesse et surtout, elle parlerait peu. Amara sortit une boîte de teinture noire. Avant tout, il faut te faire disparaître. La transformation prit des heures. Les cheveux blonds d'Elena devinrent noirs. Ses sourcils furent assombris. Son teint modifié avec du maquillage conçu pour résister à la sueur, au contrôle et au stress. Amara lui enseigna même à marcher autrement, le dos cambré, la main posée sur le ventre, les yeux toujours fuyants. « Tu es Noura Al-Hamdi. Tu viens de Fadira. Ton mari te battait. Tu ne veux pas parler. Tu veux juste passer. Tu pleures quand on te crie dessus. Tu regardes le sol. Toujours. » Le premier test arriva à l'aube. Les hommes d'Argon fouillaient le quartier. Ils frappaient aux portes avec la photo d'Elena, désormais devenue Noura. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, elle était recroquevillée dans un coin, une hijab couvrant son visage, une main posée sur son faux ventre, des larmes coulant sur ses joues. Amara hurlait, jouant la vieille femme furieuse contre sa nièce qui avait déshonoré la famille. Les soldats ne lui accordèrent pas un regard. Mais le véritable défi eut lieu quelques jours plus tard, dans un bordel reconverti en maison de transit. Le lieu servait de façade à l'une des maisons sûres du réseau. Elena devait s'y faire passer pour une des filles, mais enceinte, donc hors service. Ce soir-là, l'un des lieutenants d'Argon inspectait les lieux. Assise dans une pièce sombre, entourée de 3 autres femmes, Elena sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour de guerre. Le sol tremblait sous les bottes qui s'approchaient. « Et celle-là » demanda le lieutenant à la tenancière. « Ma nièce » répondit-elle sans sourciller. « Enceinte.
Elle travaille pas avant l'accouchement. Il fixa Elena longuement. Elle baissa les yeux, ne bougea pas, ne respira presque plus. Puis il haussa les épaules et passa son chemin. Chaque halte représentait un nouveau test. Au funérarium, elle dut se glisser parmi les cadavres pour échapper à une inspection. Lors d'une descente surprise, elle resta immobile pendant qu'un rat escaladait sa jambe bandée. À l'école, elle donna des cours d'anglais à des enfants pendant que leur père, officier dans les milices d'Argonne, discutait dans les couloirs des méthodes pour traquer l'américaine. Mais au sein du courant gris, elle trouva des alliés inattendus. Il y avait Dr Farouk qui réaligna sa jambe et lui fournit de vrais antibiotiques. Malik, un chauffeur de taxi qui cachait des disques durs dans son pneu de secours, et même certains soldats d'Argonne. Écœurés de chasser une survivante blessée, ils faisaient parfois passer des informations en secret. Le moment le plus dangereux survint dans un camp de réfugiés. Elena s'y était installée depuis 3 jours lorsque Amara surgit, haletante. Ils ont capturé Rafik, il a parlé, ils savent où sont plusieurs caches. Ce soir, ils viendront ici. Elena regarda autour d'elle. Les enfants, les familles, les bénévoles, tous innocents. Il faut les prévenir. Amara secoua la tête. On n'aura pas le temps. Il faut fuir. Elena serra les dents. Alors on ne fuit pas. On se bat. Amara resta silencieuse. Puis lentement, elle acquiesça. Mon fils t'aurait respecté. Il croyait aussi qu'il y a des choses qui valent qu'on meure pour elles. L'assaut commença à 3h12. Juste avant, tous les signaux radio dans le camp cessèrent brusquement. Elena l'avait prévu, mais le silence qui s'ensuivit était glaçant. Les hommes d'Argonne encerclaient le camp méthodiquement, formant des cercles concentriques, empêchant toute fuite. Depuis la tente médicale, équipée à la hâte en centre de commandement, Elena observait les mouvements ennemis à travers ses jumelles nocturnes. 67 jours derrière les lignes lui avaient appris à lire une formation comme on lit un livre. Ce qu'elle voyait l'atterra. Ce n'était pas une opération d'arrestation, c'était un massacre organisé. Combien ? Murmura Amara, accroupie à côté d'elle, le vieux fusil d'Idriss entre les mains. 200, peut-être plus. Des armes lourdes. Positionnement tactique. Elena abaissa les jumelles. Ils ne veulent pas de prisonniers. Le camp abritait plus de 800 personnes. Des familles, des blessés, des humanitaires. Et Argonne comptait tous les éliminer, maquillant l'attaque en opération contre une terroriste. Utiliser sa présence comme prétexte, puis faire disparaître les preuves dans un tas de cendres. Mais Elena n'avait pas passé 3 jours à attendre l'abattage. Elle avait transformé le camp en forteresse discrète. Chaque tente, chaque tranchée avait une fonction. Le courant gris n'était plus un simple réseau de passage. C'était une cellule de résistance. Et surtout, elle avait bâti un réseau de communication clandestin que les assaillants ignoraient. « Docteur Farouk, situation ?» demanda-t-elle sur la fréquence basse. « Station médicale sécurisée. Les familles sont dans les tunnels. On est prêt. Malik ? Les véhicules sont positionnés aux sorties nord et est. On attend le signal. Mais Elena, les enfants... » Elle inspira profondément. « Je sais. Le plus dur dans le plan, c'était ça. Quelqu'un devait rester. Quelqu'un devait attirer l'attention, jouer l'appât. Et cette personne, c'était elle. Elle n'était plus une cible. Elle était devenue le centre de gravité de cette guerre. L'artillerie ouvrit le bal. Les premiers obus déchiquetèrent le sol. Les tunnels creusés depuis des mois par le courant gris tinrent bon. Mais pas pour longtemps. Phase 1. Exécution. Les mots d'Elena déclenchèrent un engrenage. Les mécaniciens du camp devinrent sapeurs. Les chauffeurs des commandos, les enseignants, des éclaireurs. Le chaos était organisé. Malik et ses hommes frappaient les lignes d'approvisionnement. Dr Farouk guidait les blessés à travers les souterrains. Mais la véritable arme, ce n'était pas la poudre, c'était l'information. Depuis des semaines, Elena avait étudié les canaux de communication d'Argonne. Elle connaissait ses fréquences, son organigramme, ses codes. Alors elle fit ce qu'il ne soupçonnait pas. Elle frappa son esprit. Argonne, ici, écho, 0. La voix d'Elena traversa ses haut-parleurs. Elle avait utilisé son surnom radio, celui que ses propres hommes murmuraient comme une légende. Le fantôme. « Tu me cherches ? Viens me chercher. » Le silence qui suivit fut bref, tranchant. « Vargas, j'aurais dû me douter que tu t'accrocherais comme une tique. Être morte a ses avantages, répondit-elle calmement. J'ai eu le temps d'enregistrer tout ce que tu disais. Tes deals, tes ordres, tes crimes, tu m'as effacé, Argonne. Maintenant, j'existe plus fort que jamais. Panique. Dans les rangs ennemis, on hésitait. Elena le vit à travers sa lunette. Des mouvements désordonnés, des hommes criant, sans coordination. Argonne savait qu'elle disait vrai.
La preuve, elle l'avait. Mais il savait aussi que tant qu'elle respirait, tout pouvait s'effondrer. « Tu bluffes », finit-il par dire. « Même si t'as quelque chose, t'es fini. Mes hommes t'encerclent. C'est ce que tu crois. » Et elle appuya sur le bouton. Les explosions jaillirent de l'arrière du camp ennemi. Le dépôt de munitions qu'elle avait fait piéger 3 jours plus tôt par Malik s'embrasa. Une boule de feu monta vers le ciel, embrasant la panique. Les communications tombèrent une à une. Et dans le chaos, les membres du courant gris lancèrent leur contre-offensive. Tactique de guérilla, cible précise, sabotage. Leur rage compensait leur manque d'entraînement. Mais Helena avait encore une carte en main. Elle changea de fréquence, une fréquence ouverte, et diffusa l'enregistrement. La voix d'Argon, claire, nette, reconnaissable, confessant la trahison, planifiant le massacre, évoquant les pertes nécessaires parmi les civils. Et ce n'était pas que les forces ennemies qui entendaient. Ce signal passait en boucle sur les ondes civiles. Les secours, les observateurs internationaux, les journalistes. Le monde écoutait. « Tu vas faire tuer tout le monde, Vargas !» rugit Argon dans la radio. « Peut-être, mais toi, tu ne vivras pas assez longtemps pour en profiter. » Alors il lança tout ce qu'il lui restait. Hélicoptères, véhicules blindés, unités d'élite. Le sol trembla, le ciel s'embrasa. Et Helena, elle courut, boitillante, ensanglantée, vers le point d'extraction. Elle n'était plus qu'un battement de cœur parmi 1000. Elle parvint à 100 mètres de la sortie. Une balle la frappa à l'épaule, elle tomba, roula derrière un mur effondré. Et vit Argon, lui, en chair et en os, pistolet en main, visage tordu par la rage. 67 jours, t'aurais dû rester morte. Elle sourit malgré le sang. Et raté ta leçon la plus importante ? Quelle leçon ? demanda-t-il, pointant son arme. On ne piège pas un fantôme sans finir par l'accompagner. Sa main se referma sur le détonateur qu'elle gardait depuis l'aube. La déflagration pulvérisa le poste de commandement. Argon fut soufflé, désintégré. Helena fut projetée à l'écart, brisée mais vivante. Les renforts américains, guidés par le signal d'urgence activé au dernier moment, arrivèrent dans un déluge de rotors et de flammes. Le camp fut sécurisé, les civils évacués, le massacre évité. 3 jours plus tard, Helena se réveilla à l'hôpital militaire de Katniss. Entourée de bandages, d'infirmiers, de machines, son commandant était là. Il lui serra la main. « Tu vas remarcher. Pas parfaitement, mais tu remarcheras. Ils veulent te recommander pour la médaille d'honneur. » Elle détourna les yeux vers la montagne au loin. « Et mon équipe ? Becker, Zou ?» Il hocha la tête. « Leurs familles savent. Les dossiers ont été déclassifiés. Le vrai dossier. Leur sacrifice. La vérité. » Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis 67 jours, elle laissa couler une larme. Pas de douleur, de soulagement. Becker pouvait reposer en paix. Zou aussi. Elle avait ramené la vérité à la maison, même si elle y avait presque laissé sa vie. Mais la guerre d'Helena Vargas n'était pas terminée. Il y avait d'autres Argons, d'autres réseaux, d'autres innocents piégés, effacés, oubliés, d'autres femmes, hommes, enfants, attendant que quelqu'un leur montre le chemin. Elle l'avait fait une fois, elle le referait, autant de fois qu'il le faudrait. Le fantôme était devenu un ange gardien, et sa mission ne faisait que commencer.